Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui est un jour on ne peut plus spécial puisque c'est le jour de notre fête nationale et quoi de mieux pour fêter un 14 juillet que de célébrer également la communauté magique de notre beau pays en vous faisant une vidéo qui célèbre finalement les très nombreux liens qui unissent notre pays et l'œuvre extraordinaire créée par J.K. Rowling. Il s'agit pour nous d'un véritable plaisir d'aborder une fois de plus la France dans cette saga à nul autre pareil. Il y a maintenant quelques mois nous avons eu le plaisir de vous faire une vidéo déjà un brin différente en vous parlant de l'Académie de magie de Beauxbatons. Aujourd'hui, c'est donc, vous l'aurez compris, une vidéo un peu plus globale que nous vous proposons et qui viendra en complément évidemment de notre précédente vidéo. Aucun autre pays au monde n'occupe finalement une place aussi symbolique dans l'Europe, une place aussi importante. Même si on a pu découvrir dans le premier film des animaux fantastiques les États-Unis d'Amérique, le moins que l'on puisse dire c'est que le retour à Paris dans les crimes de Grindelwald fut au-delà de l'éblouissant et de l'extraordinaire et est devenu en réalité peut-être l'un des plus beaux hommages cinématographiques des dernières années à notre beau pays. En réalité, il n'y a absolument rien d'étonnant à ce que la France soit autant représentée dans le monde magique. C'est même quelque part assez logique compte tenu de l'importance que J.K. Rowling accorde à son lien très particulier avec notre pays. En effet, il faut savoir que J.K. Rowling, petite fierté nationale, entretient un lien plus qu'affectif avec la France puisque son arrière-grand-père était un de nos compatriotes qui de plus a été un héros de la Première Guerre mondiale et notamment de la bataille de Verdun où ce dernier s'est particulièrement illustré, ce qui lui a valu d'être décoré de la Légion d'honneur qui est, comme vous le savez, notre décoration nationale la plus prestigieuse. J.K. Rowling elle-même a d'ailleurs été décorée par la même distinction par nul autre que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, en 2011. À cette occasion, J.K. Rowling a pu faire brièvement état de ce qui constitue finalement sa relation avec la France, en dehors finalement de ses origines familiales qui comptent énormément pour elle. Pour elle, la France et aussi notre langue maternelle font partie intégrante de sa vie, font partie intégrante également de son histoire, y compris à des moments qui furent pour le moins charnières dans le développement de Harry Potter. Effectivement, lorsqu'une fois rentrée du Portugal, elle se retrouve en Écosse et a du mal à trouver du travail alors qu'elle élève seule sa fille unique, elle réussira finalement à trouver un poste d'enseignante dans une école primaire en Écosse où elle enseignera pendant des années le français tout en écrivant Harry Potter à l'école des sorciers puis Harry Potter et la chambre des secrets. C'est ainsi que le nom de l'antagoniste principal de l'œuvre va lui venir, Voldemort. Alors, à l'occasion de la remise de sa Légion d'honneur, elle a quand même gentiment affirmé que le fait d'avoir donné un nom francophone à cette figure représentant quand même un petit peu le diable ne revêtait absolument aucun sentiment anti-français, bien au contraire, Voldemort est à 100% britannique d'après ses déclarations, mais cette dynamique francophone, un petit peu dans son nom, lui permettait finalement de donner un patronyme qui veut dire de nombreuses choses et qui en même temps correspond à un certain exotisme qu'elle recherchait pour son œuvre. C'est donc dès finalement les premiers chapitres de Harry Potter à l'école des sorciers que le lien est apparu avec la France. Un lien certes pas très flatteur, on en convient, mais après tout Voldemort était un grand sorcier. On lui pardonne aisément de lui avoir donc donné un nom francophone qui, rappelons-le, n'est finalement qu'un anagramme de la véritable identité de Tom Jedusor. Par la suite, la France n'est pas très présente dans le récit jusqu'à Harry Potter et la Coupe de Feu, mis à part dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, où l'on apprend en tout cas qu'Hermione Granger passe ses vacances en France comme ce fut le cas pour J.K. Rowling quand elle était jeune enfant. On sait que durant son séjour français, Hermione se sera intéressée de près à certains éléments du monde magique, lui permettant de compléter certaines de ses connaissances, preuve s'il en est que le monde magique était en tout cas déjà bien présent dans la tête de notre auteur préféré. Mais c'est surtout dans Harry Potter et la Coupe de Feu que nous allons plonger à la découverte véritablement d'une petite parcelle du monde magique avec l'organisation du tournoi des Trois Sorciers qui réunit, comme vous le savez, Poudlard, Durmstrang et Beauxbatons autour d'une série d'épreuves magiques permettant de désigner un champion du tournoi des Trois Sorciers. J.K. Rowling aurait pu choisir d'autres écoles pour participer à cette compétition magique. Après tout, elle avait le choix parmi les 11 ou 12 écoles qu'elle a créées à l'international. Mais son choix s'est quand même porté sur la France. Là encore, en hommage finalement aussi à ses origines personnelles, mais aussi probablement parce qu'elle ne peut pas être insensible, elle, grande femme de culture, à la dimension extraordinairement riche de notre patrimoine culturel et historique. Beauxbatons se distingue immédiatement de toutes les autres écoles de magie que nous rencontrons tant par sa discipline que par ses uniformes ou encore son niveau de vie. Beauxbatons est une école qui regroupe finalement les valeurs de notre pays. Tout au long de Harry Potter à la Coupe de Feu, nous découvrons une école où finalement tout ce que les étrangers perçoivent de la France se retrouve mis en avant. Parfois ils sont clairement un peu caricaturaux sur les bords, mais un peu limite aussi, mais bon après tout ça donne une image quand même assez sympathique et étonnante. En tous les cas, ce qui est certain c'est que Beauxbatons n'a absolument pas l'image rustique et traditionnelle qui est celle de Poudlard ou encore le côté brutal de Durmstrang. C'est encore un autre niveau de la création rowlingienne. Tout dans l'école française, de ses installations jusqu'aux uniformes, reflète l'élégance, vous savez la fameuse élégance à la française comme ils disent. Les élèves sont aussi perçus souvent comme étant arrogants dans la mesure où évidemment nous sommes souvent perçus, et parfois on va le dire à raison, comme des êtres arrogants et condescendants vis-à-vis de tout
tout ce qui ne ressemble pas à la France, et c'est vrai que malheureusement on traîne un peu cette image à l'étranger. Les Français de l'Académie de magie sont aussi réputés être particulièrement beaux et intelligents, c'est évidemment non sans rien une des belles caractéristiques de notre pays, et J.K. Rowling à travers l'Académie de magie nous donne parfois à rire un petit peu sur sa vision du monde français, mais en réalité c'est quand même une forme d'hommage qui nous est rendu. Hommage qui certes prête à sourire pour nous pauvres Français qui avons l'impression d'être moqués, mais ce qui est intéressant c'est d'observer finalement les réactions des autres fans de Harry Potter dans le monde lorsque dans un petit spectacle par exemple que l'on peut regarder au Wizarding World of Harry Potter à Universal en Floride, on voit apparaître les charmantes demoiselles de Beauxbatons. La foule tout de suite est quand même électrisée alors que tout cela est un peu quand même étrange. La France, si pour beaucoup d'entre nous c'est le quotidien et parfois un véritable cauchemar dont on aimerait vraiment bien s'échapper, il n'en demeure pas moins pour le coup un véritable fantasme pour tous les pays du monde entier, même s'ils ont une vision qui est parfois très idéalisée de notre beau pays. La France, et notamment pour les Américains, semble être un véritable paradis sur Terre. C'est généralement une fois arrivés à Roissy qu'ils réalisent peu à peu leur erreur et que le paradis n'existe pas, en tout cas pas sur Terre. Bref, trêve de plaisanterie. Harry Potter et la Coupe de Feu est donc l'occasion de mettre un premier pied dans le monde magique français. Par la suite, la France disparaîtra peu à peu, avant que l'on retrouve finalement Fleur de la Cour, éprise par Bill Weasley. Fleur de la Cour a toutes les caractéristiques d'ailleurs que J.K. Rowling voit dans les Françaises. Une jeune femme talentueuse, courageuse, élégante, dévouée, fière de ce qu'elle est et de ses origines. Fleur de la Cour se battra d'ailleurs du côté de l'Ordre du Phénix comme son mari à partir de Harry Potter et les reliques de la mort. Elle participera à la bataille des 7 Potters ainsi qu'à la bataille de Poudlard tout en servant d'aide et de refuge aux membres de l'Ordre du Phénix dans la chaumière au coquillage. Fleur de la Cour n'est pas une lâche, elle combat pour une guerre finalement à laquelle elle aurait pu échapper en restant en France à l'abri des combats pour le moment. C'est ce que fait par exemple Victor Krum qui lui se cache plutôt en Bulgarie. Mais se cacher n'est pas dans le sang français. D'ailleurs au final toute l'histoire de Harry Potter peut être vue comme un parallèle à une histoire commune entre nos deux pays, celle de la Seconde Guerre mondiale. Les inspirations prises par J.K. Rowling dans la mythologie de la Seconde Guerre mondiale, après tout, comment est-ce qu'on peut ne pas voir finalement dans cette espèce d'allégorie une légère ressemblance entre Dumbledore et De Gaulle ou encore avec Winston Churchill, dans cette résistance finalement qui se dresse face à l'innommable, face au mal. L'armée de Dumbledore, est-ce qu'elle n'est pas quelque part, si on force le trait, un peu l'équivalent des forces françaises libres? Le parallèle est franchement certes exagéré, on est d'accord, mais il est évident que cette histoire qui ne s'est déroulée il n'y a que 80 ans reste encore forcément dans les mémoires et dans l'imaginaire de chaque Français et de chaque Britannique. Si Harry Potter ne se déroule pas en France, évidemment, ce n'est pas pour autant que la France est absente du récit, comme nous venons de vous le démontrer. D'autant plus que si vous suivez de différentes vidéos, notamment sur la généalogie des personnages, vous aurez remarqué que plusieurs familles célèbres que nous rencontrons dans Harry Potter sont à la base des familles on ne peut plus françaises. C'est le cas notamment des Malfoy, qui font partie de la haute aristocratie française et débarquent en Angleterre en 1066 aux côtés de Guillaume le Conquérant. Les Malfoy font partie de la noblesse d'épée française, il est fort probable que les Black aient suivi à peu près le même chemin, et dans les Animaux Fantastiques on découvre même que les Lestrange ont une branche française, peut-être même est-ce la branche principale de la famille, qui dispose d'un mausolée en plein cimetière du Père Lachaise, rien que ça, dont les dimensions indiquent clairement qu'il s'agit d'une des plus grandes familles du monde des sorciers français. D'autres familles rencontrées dans Harry Potter semblent également avoir des ramifications sur le continent, et c'est dans ces petits détails comme cela que nous voyons pour le coup bel et bien que la France tient une place franchement très à part dans les idées et dans le cœur de J.K. Rowling. Mais la preuve la plus flagrante est évidemment l'histoire que J.K. Rowling nous a fait découvrir dans Les Crimes de Grindelwald. Son amour pour Paris, son amour pour la France, pour son histoire, pour sa culture, pour son architecture, transpire presque à chaque seconde passée sur notre bon vieux territoire. J.K. Rowling s'est abondamment servi dans la culture française pour en faire finalement un film presque d'hommage aux multiples formes que prennent notre patrimoine. La société française, dans Les Crimes de Grindelwald, apparaît comme étant à l'apogée de l'élégance même. C'est la définition de la beauté, tant architecturale qu'historique. Il n'y a pas une seule faute, pas une seule erreur dans la transposition des idées de J.K. Rowling à l'écran. C'est un véritable spectacle pour les yeux. L'élégance à l'état pur n'est pas toujours simple à recréer dans un environnement cinématographique où de très nombreuses contraintes se font jour en permanence. En l'occurrence, J.K. Rowling ne s'est pas contentée, comme dans le premier film de cette nouvelle saga, de recréer uniquement le ministère des Affaires magiques de la France. Elle a mis en place, comme pour Harry Potter, tout un monde regroupant à la fois un chemin de traverse à la française, qui s'appelle la Place Cachée, entre autres, mais aussi de très nombreuses boutiques totalement inédites, comme à Cajor, et par exemple. Il y a aussi un ministère, et donc dans tout cela, il y a aussi, quelque part en toile de fond, une culture, mais aussi des histoires de vieilles familles, comme la famille des Lestrange. J.K. Rowling a su parfaitement recréer un monde nouveau et complet, presque complet, à contrario par exemple du premier Animaux Fantastiques, où nous découvrions finalement que le Makusa et absolument rien d'autre. J.K. Rowling l'a déjà dit dans plusieurs interviews, c'est une fanatique de la France et de Paris en l'occurrence. Elle n'a pas hésité à mettre en lumière certains lieux absolument extraordinaires, parfois même très méconnus des Parisiens eux-mêmes, pour cacher l'entièreté de ce monde magique.
En vérité, combien de Parisiens connaissent par exemple l'extraordinaire place Furstenberg, près de Saint-Germain-des-Prés? Place on ne peut plus discrète, même presque invisible, que personne ne peut remarquer. C'est pourtant l'emplacement choisi par J.K. Rowling pour illustrer la très discrète entrée du ministère des Affaires magiques de la France. Dans l'architecture, retenue d'ailleurs pour ce lieu, on observe tout ce que l'architecture française peut compter de trésors comme des structures Eiffel ou encore des verrières absolument incroyables qui font penser d'ailleurs à celles du Collège de France. Tout le charme de la France de la grande époque, le tout illustré parfaitement par le travail extraordinaire à la fois de Stuart Craig et de ses équipes, mais aussi grâce à l'immense travail de recherche et d'analyse de Mira Fioramina et d'Eduardo Lima qui ont réalisé de très nombreux artefacts, affiches ou encore journaux pour donner corps à l'imagination qu'on sait absolument sans limite de J.K. Rowling. Tout cela est véritablement un hommage en permanence à notre culture et à notre patrimoine français. Un autre personnage dont évidemment on ne peut pas oublier de parler dans cette vidéo, c'est évidemment l'extraordinaire Nicolas Flamel que l'on retrouve finalement aussi dans le premier tome des aventures de Harry Potter, où ce dernier tient déjà une place importante grâce à son invention de la pierre philosophale. Il faut savoir que Nicolas Flamel, ce n'est pas n'importe quel personnage, c'est un personnage qui a historiquement véritablement existé. C'était même le premier personnage dans Harry Potter à avoir une existence réelle et confirmée par des sources historiques. Nicolas Flamel, on le dit très souvent, a probablement effectivement acquis une très grande richesse qui lui a permis effectivement de réaliser un certain nombre de créations. N'oublions pas, on vous le disait déjà dans une précédente vidéo que nous avions fait sur le personnage de Nicolas Flamel, qu'il serait par exemple un peu à la création du système de santé moderne, en tout cas à Paris, que l'on peut trouver avec différents hôpitaux, différentes cliniques et tout un arsenal finalement de choses concernant la santé. Enfin, on sait qu'il était véritablement très poussé sur toutes ces questions et qu'il avait une tendance véritablement finalement à accorder beaucoup d'importance à l'avenir des gens, et pour tout cela à l'époque il fallait des moyens, d'où cette idée de la pierre philosophale. En plus il a commis un certain nombre de livres, notamment le livre des figures hiéroglyphiques qui effectivement est censé donner un certain nombre d'indications sur la fabrication de la pierre philosophale, même si pour l'instant évidemment personne n'a jamais réussi à la refabriquer à nouveau. Mais bref, en tout cas concernant Nicolas Flamel, il faudra attendre une véritable rencontre physique qui se déroulera dans les crimes de Grindelwald, où nous découvrons finalement cet homme venu du temps passé, venu des temps reculés, venu de l'ancien monde. C'est un sorcier dont on sent qu'il a une grande place dans la magie française. On sait qu'il participe au prestige de l'Académie de magie de Beauxbatons, puisqu'il donne quand même beaucoup d'argent en la matière. Bref, c'est quand même quelqu'un, si vous voulez, qui a une place vraiment totalement à part entière, et je crois que pour le coup, on peut se dire que finalement c'est vraiment un personnage français qui marque l'histoire finalement du Wizarding World, qui marque l'histoire de la société magique française, et là-dessus on est vraiment toujours très heureux de revoir ses apparitions à l'écran dans les crimes de Grindelwald, et on espère d'ailleurs qu'on le retrouvera dans les 3 prochains volets des Animaux Fantastiques. Sur le 3e ça n'a pas l'air d'être le cas, mais on espère au moins le retrouver sur le 4e ou le 5e épisode, parce que vraiment en plus l'interprétation de Bronte Jodorowsky a emmené quelque chose finalement de très différent dans ce film et qui était le bienvenu, et compte tenu de la magie qu'il semble maîtriser, on a du mal à croire qu'on ne reverra pas Nicolas Flamel dans les années et semaines qui viennent. Voilà ce que l'on pouvait vous dire pour fêter cette finalement fête nationale ce 14 juillet 2021, en célébrant finalement tous ces liens absolument passionnants qui existent entre Harry Potter et la France. On espère qu'on vous aura appris peut-être 2-3 petits trucs, mais nous on était vraiment très contents de célébrer cette journée si particulière dans l'esprit français en défendant justement tous ces liens que J.K. Rowling a cachés dans le roman à plusieurs reprises et auxquels elle a clairement voulu rendre un hommage extrêmement puissant avec les crimes de Grindelwald. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous pensez de cette vidéo. D'ici là, on vous souhaite à tous une très bonne fête nationale, un très bon 14 juillet. On vous souhaite à tous, pour ceux qui sont en tout cas en vacances, de très bonnes vacances aussi. Nous, ça va pas être tout de suite, mais bon, on espère que ça va pas trop tarder. Et donc, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous rejoignez notre chaîne, et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir de voir notre communauté grandir. Pour tous ceux qui nous suivent depuis un moment, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve dans très peu de temps pour de nouvelles aventures dans le Wizarding World.